Je suis présentement dans le désert du Texas. Gros soleil et il vente beaucoup, alors j'espère que le son dans la vidéo sera quand même pas si pire. Et je voulais passer par le Texas parce qu'il y a deux choses qui m'intéressaient. La première, c'est de passer dans le golfe du Mexique, à Corpus Christi, et de camper sur la plage directement. Ensuite, je voulais faire de la rando dans le parc national de Big Bend, à la frontière avec le Mexique. Il faisait pas très beau encore quand je suis passé dans le golfe du Mexique. C'était comme en Louisiane, beaucoup de pluie, alors beaucoup d'inondations. Ce qui fait en sorte que le golfe du Mexique, le niveau de l'eau est très, très haut. Je suis quand même venu sur la plage pour voir de quoi ça avait l'air. Mais comme on peut voir ici sur les images, quand la marée est haute, l'eau monte jusque là où il y a les algues. Ce qui fait en sorte qu'il ne reste plus assez de place pour se stationner en voiture, parce qu'on n'a pas le droit de se stationner dans le sentier de circulation des véhicules. De toute façon, le sable est trop friable présentement. On recommande de prendre un 4x4 pour passer, pour ne pas s'enliser. Bon, on ne doit pas voir grand-chose dans la vidéo parce qu'il est 9 h le soir, et évidemment, c'est la noirceur totale. Et j'ai réussi à trouver un endroit où la distance entre l'eau et la dune était plus large. Donc, ça donne une chance de pouvoir se stationner et de rester ici si l'eau monte. Au Texas, il y a d'énormes inondations présentement. Alors, le golfe du Mexique, il est anormalement haut. Ce qui fait en sorte qu'en plus, quand c'est la marée haute, eh bien, l'eau déborde et va jusqu'aux dunes. Alors, on a décidé de prendre une chance. On est plusieurs à être stationnés ici et on regarde l'eau monter. On va rester éveillé pour surveiller ça. Et à 3h30 du matin, c'est la marée haute au maximum. On nous a dit qu'on pouvait rester. On a nos permis de stationnement. Ça prend juste un permis de stationnement. Pour l'année, c'est 12 $ pour une année. Puis on peut rester à camper sur la plage 6 jours de suite à la même place. Il faut juste se déplacer à peu près aux 6 jours, puis c'est bien correct. Évidemment, je ne resterai pas ici une semaine, là. Mais alors, c'est à nos risques et périls, mais on est plusieurs à s'amuser, à voir jusqu'à quelle heure on va pouvoir rester ici. Puis après ça, ben, il va falloir qu'on s'en aille ailleurs. Ou aucune idée. C'est ça l'aventure. À suivre. Bien, finalement, durant la nuit, j'ai perdu des amis parce qu'à 3 h du matin, effectivement, la marée était très haute et puis quand il y avait une grosse vague, l'eau passait par-dessus le rebord de la plage. Par contre, le sable absorbait tout de suite l'eau qui pénétrait sur notre site, si on peut dire. Mais il y a quand même des endroits qui ont été inondés, donc la majorité des gens sont partis. Et au petit matin, on n'est plus que 4 personnes sur la plage. Par contre, le soleil s'est montré le bout du nez. Et là, ça n'a pas été long que les autres plaisanciers sont arrivés. Et c'était beaucoup des surfeurs. Alors, j'ai eu la chance de sortir mon appareil photo et de pouvoir photographier les surfeurs en pleine action. Ça a été très intéressant parce que vraiment, je dois avouer, les vagues étaient vraiment belles et ce sont vraiment des bons surfeurs. Donc, j'en ai eu pour mon argent, si on peut dire. D'ailleurs, étant donné que les surfeurs sont peut-être à 150-200 mètres dans le golfe du Mexique, ils n'ont pas souvent la chance de se faire prendre en photo. Donc, ils ont vite remarqué que je prenais des photos et il y en a 4 d'entre eux qui sont venus me voir à la fin de la journée pour que je puisse leur envoyer les photos que j'avais prises d'eux autres. Alors, j'ai passé la soirée à travailler des photos de surf et à les envoyer par courriel. Mais les gens étaient vraiment très heureux. Hey! Vous êtes bien mieux de ne pas voler mon lunch, vous autres. Je vous ai à l'œil. Il y a plusieurs plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique. Et les plus près de la plage, on peut les voir facilement et les prendre en photo. L'autre chose que je voulais absolument faire au Texas, c'est d'aller dans le parc national de Big Bend, qui est vraiment au sud du Texas, à la frontière avec le Mexique en fait. On a environ 150 km à parcourir sur une route du désert et c'est vraiment très désertique. Par contre, dès qu'on arrive au parc national de Big Bend, là vraiment, les paysages sont à couper le souffle. Enfin, pour ceux qui aiment les déserts et les paysages de western américain, c'est vraiment l'endroit pour ça. C'est mon cas. J'adore, moi, tout ce qui ressemble au western américain.
j'ai été gâté. Il y a beaucoup de variétés de cactus. Par contre, ce n'était pas encore la saison de floraison. Ça aurait été beau de voir tout ça en fleurs. J'ai même réussi à me faire un petit ami, un Roadrunner juvénile qui n'avait pas encore son plumage d'adulte. Il n'était pas farouche pour 2 sous. J'en ai donc profité pour faire 2 randos dans le désert. La première que j'ai faite, c'est la Canyon Dog. C'est une petite rando d'à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et puis, elle se fait principalement dans un dry wash. C'est-à-dire qu'on commence à marcher dans le désert comme tel, et après, il faut descendre dans le dry wash pour se rendre jusque dans le canyon. Parce qu'évidemment, le canyon fait office de dry wash. Un dry wash, en fait, c'est un ruisseau asséché. Il faut faire attention, quand on annonce de la pluie, il ne faut pas faire ce genre de sentier-là, parce que quand la pluie va commencer à tomber, le dry wash va se remplir d'eau en quelques minutes. Et c'est pas seulement s'il pleut ici, mais c'est s'il pleut aussi loin au niveau du sentier, plus au nord ou plus au sud, dépendant de la pente du dry wash. Donc, c'est pas recommandé de faire des sentiers dans des dry wash quand il y a de la pluie qui s'annonce aux alentours. En quelques minutes, le sentier va être inondé et c'est vraiment très rapide. Bon, ici, je suis chanceux parce que les parois sont vraiment pas hautes. Si jamais il y a de l'eau qui arrive, je peux facilement monter. Mais quand on est dans le canyon, comme on va voir un petit peu plus loin, c'est pas évident de réussir à s'évader d'un dry wash quand l'eau arrive. Comme on le voit, j'approche vraiment du canyon. Les parois du dry wash sont beaucoup plus abruptes et plus hautes. Donc, si jamais il y avait une pluie soudaine et que l'eau montait en quelques minutes, ben, j'aurais peut-être de la difficulté à sortir d'ici, surtout plus loin, dans le canyon où les parois sont vraiment à la verticale. Alors non, ce genre de sentier dans les dry wash, à ne jamais faire quand il y a une possibilité de pluie. Il y a plusieurs noyades par année dans ce genre de sentier. Pour ce qui est de la sauvagine, bien, on les retrouve tous ici. Au niveau des bêtes, je parle. Alors, il y a des cougars, des mountain lions, il y a des ours, il y a des ânes sauvages qui se promènent aussi, mais ils sont pas très dangereux. Il y a des scorpions et il y a des serpents à sonnette. Mais faut pas s'en faire avec ça, parce que, comme partout en Amérique du Nord, les animaux sauvages ont peur de l'homme. Que ce soit le serpent à sonnette, c'est la même chose. Et de toute façon, pour faire des rencontres avec ces genres d'animaux, il faut se promener très tôt le matin ou très tard le soir, parce que durant la journée, ils se cachent du soleil, tout simplement. Et ils sont pas fous. Ils s'installent pas le long des sentiers où il y a beaucoup de passages humains. Donc, ils veulent pas nous rencontrer. Et pour ce qui est des serpents, ben, il faut quasiment leur marcher sur la queue pour faire réagir un serpent à sonnette. Alors, c'est pas dans un sentier pédestre comme ici qu'on va se promener puis tout d'un coup avoir un serpent qui va se braquer devant nous, faire aller sa queue puis faire sonner ses cloches. C'est un petit peu des mythes. En fait, il faudrait que je me promène ici au lever du soleil ou au coucher du soleil et sortir du sentier. Et là, je pourrais probablement en rencontrer, surtout s'il y a un point d'eau en quelque part. Parce que ce qu'ils cherchent au coucher et au lever du soleil, c'est à se rafraîchir et de la nourriture. Fait qu'ils vont chercher des points d'eau. Alors, ils ne chercheront pas à se promener dans les sentiers comme ça. La même chose pour les mountain lions, les cougars. En fait, oui, il y en a. Ça m'est déjà arrivé de voir des traces assez récentes, probablement qui étaient passées la nuit. Mais le jour, ils veulent pas nous rencontrer. Oui, ça arrive qu'il y en a qui les rencontrent. Ça fait des histoires vraiment sensationnelles sur les réseaux sociaux. Mais ça arrive une fois sur 1 million. Donc, il ne faut pas s'empêcher de sortir et de se promener à cause de ça. C'est le même principe que d'aller dans les Adirondacks puis s'empêcher de faire les sentiers parce qu'il y a des ours. Ben non. Les ours ne veulent pas nous rencontrer, pas plus qu'ici les mountain lions. Un petit mot maintenant sur la sécurité. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un petit peu sauvage. Alors, quand je fais des sentiers comme ça, je m'organise pour faire des sentiers quand il n'y a pas grand monde. Comme si c'est la saison morte. Ça fait bizarre de le dire, mais ici, en été, il fait trop chaud. Donc, la moitié des services ici sont fermés. La moitié des campings sont fermés. La moitié des rangers huttes, là, les cabanes de rangers sont fermées. Les centres d'accueil, la moitié sont fermés.
Parce que c'est trop chaud, il n'y a pas grand monde qui se promène ici. Alors ça, c'est le genre de sentier, c'est l'époque que je préfère. Parce que je peux me promener ici, tout seul. Je fais un sentier comme ici présentement. Ça va être à peu près un sentier de 2 heures. Je rencontre personne. Oui, ça fait très sauvage. C'est pas tant que je suis sauvage, c'est que j'aime la nature à l'état sauvage. Me promener avec 10-12 personnes autour, j'ai pas l'impression d'être en pleine nature. Alors que là, aujourd'hui, dans le canyon, je suis tout seul, il n'y a personne qui va passer avant très longtemps probablement. Et puis c'est ça que j'aime. Mais côté sécurité, comment je m'y prends? Ben en fait, je suis pas fou là quand même. Oui, ça peut arriver des rencontres une fois sur 1 million, mais quand ça arrive, il faut avoir un petit peu de préparation. Ce qui fait que dans mon pack-sac, j'ai une bonbonne de poivre de Cayenne qui peut être déclenchée très rapidement. Et surtout, c'est qu'elle a un range, si on peut dire, effectif de 40 mètres. Donc, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec l'utilisation du poivre de Cayenne parce qu'il dit que ça peut empirer les choses. Mais tant qu'à rien faire, en dernier recours, entre ça et me faire manger, ben, j'utilise le poivre de Cayenne. Et puis, pour ce qui est de me repérer, le cellulaire, c'est bien pratique, mais les batteries, ça dure pas longtemps. Fait que, première chose, je me traîne des batteries de secours pour recharger mon cellulaire. Et je me fie pas uniquement sur le cellulaire, parce qu'il faut savoir que sur le cellulaire, je télécharge d'avance les cartes des sentiers. Donc, j'ai pas besoin d'avoir de réseau. Comme ici, actuellement, il y a 0 réseau, là. S'il m'arrive de quoi, je peux pas appeler personne. Je pourrais pas me fier à mon cellulaire pour les cartes ou quoi que ce soit. Donc, je télécharge des cartes topographiques d'avance. Et pour ce qui est de m'organiser si jamais mon cellulaire me lâche, ben j'ai toujours mon bon vieux Garmin de randonnée qui lui fonctionne avec des piles AA. Alors, j'ai toujours des piles de rechange et je m'assure que mes piles sont chargées. Encore une fois, sur mon Garmin, j'ai toutes les cartes topographiques des États-Unis, du Canada, donc avec les sentiers. Donc, j'ai toujours un backup, un plan B, si on peut dire. La seule chose, c'est que j'ai pas de téléphone cellulaire, satellitaire. Donc, j'ai pas de InReach là, de Garmin, parce que je fais quand même des sentiers qui sont ouverts au public, au grand public quand même si je viens dans les saisons mortes où il n'y a pas grand monde. Parce que je me dis que s'il m'arrive quelque chose, je me fie sur ma bonne étoile, je devrais peut-être pas, là, mais il va finir par passer quelqu'un à un moment donné. Parce que je suis pas dans des je ne suis pas hors sentier. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va passer. J'ai toujours de l'eau, de la nourriture et tout ça, fait que je peux rester ici des heures et des heures à attendre que quelqu'un passe et que lui aille chercher des secours. Par contre, si le moindrement je faisais des sentiers vraiment où il n'y a personne qui passe aux 3-4 jours, ben c'est sûr que là, je m'équiperais d'un InReach de Garmin pour pouvoir envoyer un SOS par satellite. Pour l'instant, j'en vois pas l'utilité parce que il y a toujours quelqu'un qui va finir par passer dans la journée, il faut s'entendre. Je fais des sentiers où c'est sûr qu'ici, là, peut-être que moi, pendant mes 2-3 heures, je rencontrerai pas personne, mais dans la journée, sur 8 heures, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui va passer. Mais si je faisais des sentiers où pendant 3-4 jours, il n'y a personne qui passe, ben là, c'est certain que je m'abonnerais avec InReach et j'aurais un abonnement au réseau satellitaire pour envoyer des SOS. Je peux vous montrer de quoi ça a l'air un sentier dans les coins désertiques des États-Unis. Alors, c'est un mélange de broussailles et de cactus, bon, de montagne également. Mais c'est peut-être aussi le bon moment d'expliquer pourquoi les dry wash sont si dangereux. Alors, c'est peut-être pas évident à voir, mais le sol, c'est pas du sable dans les déserts des États-Unis. En fait, la majorité des déserts aux États-Unis ne sont pas en sable, c'est pas le Sahara. Il y a quelques exceptions. On va probablement en voir 2 pendant mon voyage. Mais la plupart des déserts, en fait, c'est de la terre battue. Et vraiment battue, compactée. C'est quasiment comme du ciment. Ce qui fait en sorte que quand il pleut, le sol n'a pas de capacité d'absorption. Alors, l'eau rigole, et ça rigole justement dans les dry wash qui servent à évacuer l'eau. Et c'est pour ça que ça devient dangereux, parce que toute l'eau qui coule partout sur la terre, si on peut dire ici dans le désert, va s'évacuer dans les dry wash. Ce qui va faire en sorte que l'eau va monter très rapidement et que ça va être un courant quand même assez fort. Et c'est la raison aussi pour laquelle sur les routes,
on voit beaucoup d'indications de faire attention car la route peut être inondée. Parce qu'ici, les routes suivent les vallons, si on peut dire, partout dans la vallée. Ce qui fait en sorte que dans les creux de vallons, ben, la route peut être inondée quand il pleut, parce que toute l'eau va se ramasser là pour faire le même effet qu'un dry wash. Alors, c'est particulier. Quand il pleut ici, en fait, c'est pas très agréable de se promener. Alors, heureusement, il pleut pas souvent. Si on revient au niveau des serpents sonnettes, le sentier, je suis dedans présentement. C'est sûr que si je sors du sentier, je m'en vais me promener par là, ben, il faut savoir que les serpents sonnettes se tiennent dans les buissons comme ça. Ici, ils cherchent l'ombre, donc ils vont s'enrouler dans ces buissons-là. Et bon, si je passe juste à côté et que je continue mon chemin, probablement je me rendrai jamais compte que je passe à côté d'un serpent. Comme je mentionnais, il faut quasiment lui marcher sur la queue pour qu'il réagisse. Parce que lui, son objectif, c'est de passer inaperçu. Son objectif, c'est pas de vous attaquer, vous n'êtes pas une proie pour lui. Mais c'est possible d'en rencontrer un qui sort la tête ou qui sort la queue. Et c'est là qu'il faut pas s'en approcher. Et je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est assez extrême présentement comme météo. En fait, on est juste au début du mois de mai et actuellement, il fait l'après-midi 40 degrés Celsius. Alors, j'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça donne rendu au mois de juillet et août comme température. Et c'est la raison pour laquelle pratiquement tout est fermé et ici, c'est la saison morte. En fait, la grosse saison ici, c'est l'hiver et c'est là qu'il y a beaucoup de touristes. Parce que le jour, il fait quoi? Entre 15 et 20 degrés. Donc, c'est parfait pour faire de la rando. Ça m'a toujours intrigué de voir de visu le Rio Grande, cette rivière naturelle entre le Mexique et les États-Unis qui fait office de frontière. Alors, je voulais voir de mes propres yeux pour constater est-ce que c'est si facile pour des migrants de passer par là et d'entrer aux États-Unis. Ma deuxième randonnée ici à Big Bend, évidemment, ça a été la rando qui me permettait d'aller jusqu'au Rio Grande. Ce qui est intéressant ici, en premier lieu, c'est le fait que plus on approche du Rio Grande, évidemment, plus il y a de végétation. À un certain moment, c'est vraiment très agréable dans ce sentier qu'il y a beaucoup de végétation près du Rio Grande. Et on a toute une surprise quand on arrive au Rio Grande comme tel. On constate qu'il ne reste plus beaucoup d'eau à ce niveau-ci du Rio Grande. Il faut savoir qu'on est presque à la fin du Rio Grande qui se jette dans le golfe du Mexique. Et puis, partout avant, aux États-Unis autant qu'au Mexique, tout le monde se sert dans la rivière pour, évidemment, l'eau potable, que ce soit pour l'agriculture ou la consommation humaine. Alors, rendu ici, il ne reste plus grand-chose du Rio Grande en été. Je dois avouer que ça fait vraiment spécial de pouvoir marcher dans le lit du Rio Grande. En fait, je n'ai que quelques pas à faire, car juste ici, à portée d'un jet de pierre, c'est le Mexique. C'est cocasse de voir ici qu'il y a une descente de bateau pour les agents frontaliers, de pouvoir descendre un bateau et de patrouiller sur le Rio Grande, mais que dans le fond, il est asséché. La descente donne dans le sable. Et on peut même voir ici un sentier que les gens empruntent pour passer du Mexique aux États-Unis. C'est probablement juste des touristes comme moi qui s'amusent à passer des États-Unis au Mexique parce que les parois du canyon ici sont tellement hautes que j'ai pas l'impression qu'il y a des migrants qui s'aventurent par ici. Finalement, ma curiosité par rapport au Rio Grande a été satisfaite. Alors, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine!